Brice Blancard, on va vous donner un micro. Enfin, vous allez voir, ils sont solidaires en fait. Vous êtes le responsable marketing, communication, événements de l'Union Sport et Cycle. L'USC, d'abord 2 mots sur l'USC. Et normalement, vous allez être aidé par une présentation. Voilà. Super. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. 2 mots sur l'Union Sport et Cycle. Écoutez, c'est tout simplement l'organisation professionnelle du secteur du sport et du cycle. Historiquement, l'USC est issu de la fusion de 3 syndicats historiques du marché, la FIFAS, la FPS et Univélo. La FIFAS pour les marques, la FPS pour la distribution, Univélo pour l'univers de l'industrie du cycle. Voilà. Donc on représente aujourd'hui plus de 1400 entreprises, 500 marques, 3000 points de vente. Et notre mission, c'est de représenter et défendre les intérêts de ces entreprises-là, de leur apporter un certain nombre de services, donc des études, on va voir quelques exemples là, et puis également de participer à la promotion de la pratique des activités physiques et sportives dans notre pays. Alors, pour planter un peu le décor, vous allez nous donner justement quelques données économiques, des chiffres, pour avoir une mesure claire de l'ampleur du phénomène de sport urbain, parce que c'est pas un petit phénomène, c'est une véritable tendance de fond. Donc je vais vous laisser commenter ces chiffres, puis on en parlera un petit peu. Oui, merci. Alors je vais rebondir sur ce que nous a décrit Bénédicte du côté sociologique. C'est pas évident d'abord de mesurer ce que représente le sport urbain, parce qu'on a plusieurs manières de l'interpréter. Je vais très vite sur les facteurs un peu structurants de départ, qui sont en effet un mode de vie de plus en plus urbain. On est 80% à vivre en ville ou à proximité d'une ville. La deuxième tendance qui est très importante, qui est structurante également, c'est la place de plus en plus importante que prend l'activité physique et sportive dans notre quotidien. Et ces 2 éléments-là, l'urbanisation de notre mode de vie et le sport au quotidien, font que finalement le sport urbain est un phénomène, j'allais dire, assez normal aujourd'hui. Au-delà de ça, de l'autre côté, pour les entreprises, la question de savoir le sport urbain c'est quoi, il y a finalement 2 approches. La première approche, c'est l'approche globale, l'approche macro. À partir du moment où la majorité ou la très grande majorité des gens vivent en ville, 80% et 75% des Français déclarent pratiquer une activité sportive, le premier enseignement, il n'est pas très original, mais c'est le sport urbain, c'est d'abord reflète le marché du sport en règle générale. Donc on a essayé d'estimer un peu ce marché-là. On est aux alentours de 27 millions de pratiquants qui font du sport, comme vous l'avez dit, en milieu urbain, tout simplement. Ça représente entre 9 et 10 milliards des dépenses globales du marché des articles de sport. Je parle bien des dépenses de consommation. Voilà, c'est un marché important, il est forcément leader et il porte aussi les grandes tendances du marché du sport en France. C'est-à-dire que quand on dit que le sport en France est d'abord des pratiques libres comme le running, le vélo, la marche, la natation, et ben c'est d'abord ça, le sport en milieu urbain. Alors, c'est pas original, simplement, c'est important de le dire parce que c'est là l'essentiel du business, que c'est du sport en milieu urbain, c'est l'essentiel du business des marques et des enseignes de notre secteur. Ce qui est plus intéressant, c'est la slide suivante, c'est d'aller voir quelles sont les pratiques émergentes un peu caractéristiques du sport dans le milieu urbain. Et c'est là qu'on va retrouver des pratiques comme celles qu'on avait évoquées avec Nathan. J'ai essayé de les classer pour qu'on puisse structurer un petit peu. Il n'y a pas de chiffre de dépenses, par contre on a estimé pour certaines d'avoir un nombre de pratiquants, c'est déjà intéressant. 3 familles de pratiques. La première, c'est finalement ces déclinaisons de grands sports fédéraux qui se sont adaptés aux contraintes urbaines. On a donc à gauche de votre écran, on a le foot 5. Donc finalement, on prend le football, mais on réduit le nombre de joueurs, on réduit la surface, on simplifie les règles, on fait quelque chose de beaucoup plus accessible et beaucoup plus adaptable au milieu urbain avec des problèmes de foncier.
Et là, on est aux alentours d'1 million de pratiquants aujourd'hui, mais c'est un sport qui est en plein boom. Et avec la Coupe du Monde de football féminine, on peut imaginer que ce sport qui est aujourd'hui très masculin va, dans les années à venir, se féminiser. Deuxième exemple d'adaptation urbaine de sport fédéral, le basket à 3. Je crois qu'il y a une expérimentation aux Jeux Olympiques à venir. Il y aura une démonstration, je parle sous le contrôle du Cet après-midi. Tout à l'heure. Il y a l'équipe de France. Bon, bah voilà. Voilà, il y a l'équipe de France. Vous êtes dans le 1000. Donc là, on est sur quelques centaines de milliers de pratiquants. Ce sont des sports de niche, mais ils ont leur intérêt. On l'a évoqué tout à l'heure, notamment pour les marques. Et puis un autre, le padel tennis, qui est en plein boom en Espagne et qui arrive aussi en France. C'est pareil, avec un terrain plus petit, on joue à 4. Les règles sont plus simples, c'est plus accessible. Ce qui est intéressant de noter sur ces 3 sports fédéraux déclinés sous un format urbain, c'est que, en règle générale, les grandes fédérations ont un peu perdu le contrôle et on est sous vraiment une logique d'offre marchande. D'où la possibilité pour des marques de s'exprimer pleinement, soit en étant vraiment l'organisateur ou le partenaire principal. Là, il y a une vraie opportunité d'expression pour les marques de notre secteur. Je fais juste une parenthèse, je vous arrête, on en parlera avec Thomas Riffaut, je crois qu'il est là. C'est le cas par exemple avec le skateboard, on l'a vu, qui va devenir une discipline olympique à part entière, donc là encore, ça va donner... Tout à fait. Je l'ai classé de manière différente parce que c'est avec le skateboard et la trottinette qui est aujourd'hui un peu l'acteur le plus visible et le plus historique en fait. C'est vraiment un sport de bitume, un sport de trottoir. Représente aujourd'hui une part plus importante de pratiquants installés. Moi-même, j'en faisais quand j'étais môme. Donc là, on est sur le stade du Million, aux alentours de 2 millions de pratiquants. Avec un écosystème qui est quand même assez bien structuré aujourd'hui. Il y a des marques, il y a des réseaux de distribution, etc. Et puis, j'allais dire, le troisième qui nous parle, à nous, issus de la montagne et de l'outdoor, c'est tous ces sports outdoor qui, finalement, sont en train de s'urbaniser. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On va retrouver le trail qui a trouvé son terrain d'expression au départ dans la nature et les villes s'en saisissent pour proposer des expériences très sympathiques. Donc là, c'est plus d'1 million de personnes qui sont concernées par cette pratique-là aujourd'hui, le trail en milieu urbain. On va retrouver également, vous l'avez dit, donc l'escalade indoor, là un vrai boom avec une offre vraiment très très forte et des salles qui se remplissent, qui ne cessent de bouger. Puis on va retrouver aussi des pratiques qui sont quand même plus de niche, le slackline, vous l'avez évoqué à l'instant, le parcours aussi, qui a une visibilité forte avec des jeux aussi à la télé, que vous voyez. Donc on a finalement ces trois familles-là, ce sont toutes des pratiques de niche. Par rapport à ce que je disais à l'instant sur le global du marché. Mais ce qui est très intéressant, vous l'avez évoqué Bénédicte, c'est la capacité ou l'opportunité pour les marques de s'exprimer de manière très très proche avec les consommateurs et de rentrer vraiment dans une logique d'expérience utilisateur et de créer un sentiment communautaire autour de ma marque, quoi. Je poserai la question tout à l'heure à Howard Vasquez qui vient du ministère des Sports, mais je vous la pose à vous. Quand une fédération s'empare d'un sport émergent comme ça, c'est un facteur de développement ou c'est un facteur justement on est dans des communautés qui n'ont peut-être pas envie d'être structurées, quoi. La question, c'est quand une fédération ou quand une marque s'empare d'un sport? Quand une fédération, d'abord. Parce que déjà, c'est pas facile pour une fédération de s'emparer de ce type de mouvement. Parce qu'au départ, on est quand même sur des initiatives individuelles, communautaires. C'est-à-dire, j'ai pas envie de prendre une licence aux fédérations françaises de foot, mais j'adore le foot. Donc, en règle générale, mais je pense que tu diras beaucoup mieux que moi, le monde fédéral court après ces pratiques-là. Très clair. En revanche, moi j'insiste là-dessus parce que c'est ces acteurs-là que nous on représente, les entreprises, les marques, les enseignes, elles sont dans leur univers, là. Elles parlent, elles se comprennent, le pratiquant et la marque se comprennent. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver aujourd'hui des sites Reebok, une salle de fitness à Paris, Adidas, Salomon, sont tous en train de s'emparer de ces nouvelles pratiques-là pour rentrer en direct, en relation directe avec les consommateurs. Sur la base des données que vous venez d'évoquer, de nous présenter, comment est-ce que vous évaluez les enjeux économiques et les potentiels de croissance de ces marchés-là? Les potentiels de croissance, demain, ça va devenir quoi tout ça?
c'est difficile de le dire. De notre côté, on est assez convaincu sur, par exemple, le fait que le football à 5 va devenir une pratique totalement qui va exploser. On en est convaincu, compte tenu de la place du foot, de l'accessibilité de ce sport et de la possibilité d'avoir rapidement une offre large. Donc l'enjeu en milieu urbain, c'est quand même le foncier, c'est l'espace, quoi. C'est à la fois l'espace, c'est la disponibilité, et c'est pour ça que j'ai pas parlé des salles de fitness. Mais à partir du moment où vous avez la capacité de proposer une offre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous êtes déjà bien parti. Et on l'a évoqué avec le Slackline à l'instant, il n'y a pas beaucoup d'équipements, etc. Donc c'est plutôt accessible. Il y a ces éléments-là qui rentrent en considération. On va parler après avec Nicolas Plégols d'autres formes de pratiques, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de rendre accessible le plus facilement dans un environnement hyper contraint qui est celui de la ville, où on passe du temps dans les transports, où on a peu d'espace, etc., etc. Il y a une autre slide, je ne sais pas si on peut la passer. Quand vous parlez de potentiel, l'autre potentiel, et là aussi vous l'avez évoqué Bénédicte, c'est de nouvelles propositions de structures, d'infrastructures sportives en milieu urbain. Je vous en ai donné 3 exemples là. Un premier qui n'est pas forcément connecté à une ville, mais qui est assez emblématique, c'est le Vésubia Mountain Park à côté de Nice, où là on est vraiment dans de la reproduction, vous l'avez dit, en indoor, d'une expérience totalement outdoor, où vous allez retrouver une piscine, natation bien, mais un espace de canyoning totalement artificiel, de la spéologie. Donc voilà aujourd'hui, et je fais le lien avec ce qu'a dit en introduction monsieur le maire de Voiron, les communes sont aussi dans une logique de créativité, comment je rends attractive ma ville et comment je permets à mes administrés de vivre des expériences, et ce type de solution voilà, est bien pensé. Alors c'est encore complexe, ça dépend de la taille de la communauté, mais voilà une tendance. Deuxième tendance, c'est un projet qui va émerger dans les années à venir sur Bordeaux, donc la réhabilitation de Bordeaux. Vous connaissez tout le travail qui a été fait sur cette ville pour la remettre, pour la moderniser. Et donc là, c'est intéressant aussi parce qu'un acteur comme UCPA, finalement, va investir dans un bâtiment privé d'affaires, 4 étages qui vont être complètement dédiés à la pratique sportive dans un quartier d'affaires. Donc là, on voit bien la mixité, ou comment le sport va prendre toute sa place dans des lieux de développement économique. Et de même manière, le troisième exemple qui est un peu plus emblématique, là c'est à Saint-Lazare. Donc vous savez qu'à Saint-Lazare, vous avez une galerie marchande. Donc là aussi, on a la plus grande salle de sport, 2000 m² qui vient d'ouvrir. Donc ce qui est intéressant de noter là, c'est que finalement au départ, c'est vrai que la pratique sportive, l'offre sportive, c'était le mouvement fédéral, les grandes infrastructures, les gymnases, les stades, etc. Et on voit que, notamment en milieu urbain, tout cet écosystème bascule vers un modèle beaucoup plus marchand et mixe avec d'autres modes de vie, le travail ou l'hébergement. Historiquement, sur la naissance du mouvement sport urbain, par exemple, on a vu il y a 20 ans, 25 ans, peut-être un peu plus, à New York par exemple, l'émergence des salles de gym, des salles de sport, et de cette pratique qui est vraiment attachée à l'image de la ville de New York, c'est le basket en milieu urbain. C'est un peu ça, le développement en France, il est parti de l'explosion des salles de fitness. Oui, en fait, les salles de fitness, c'est en effet l'offre la plus adaptée, c'est un modèle économique aussi au départ. Donc oui. C'était on va dire le modèle un peu le plus pertinent en milieu urbain, avec des questions qui se posent aujourd'hui, avec une offre qui est certainement trop importante. Et là, pour le coup, pour les entreprises, il y a une vraie réflexion sur à la fois le nombre de salles et le modèle économique. Mais en effet, au départ, c'est ça. Je voudrais poursuivre sur le sport urbain avec 2 potentiels qui sont pour nous vraiment des marqueurs en France et ailleurs. Mais en effet, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, je pense que Nicolas en parlera plus longuement que moi, mais en effet, les équipements de proximité sont aujourd'hui une solution et une attente. Encore, je fais le lien avec le propos de monsieur le maire. Voilà, proposer une offre accessible, permanente, là pour le coup, c'est un format gratuit,
ou pas, mais en règle générale. Donc les équipements de proximité sont vraiment une vraie tendance qui est venir, je pense stimulée aussi par Paris 2024. Puis par rapport à ce que vous disiez sur les salles de fitness, il y a les salles de fitness d'un côté qui ont vraiment fait émerger cette offre de sport urbain, et puis aujourd'hui le deuxième grand pilier du sport urbain, ou des activités physiques en milieu urbain, c'est le vélo. Alors justement, l'évolution des modes de déplacement en ville a généré un énorme développement de la pratique du vélo en ville. On en est au vélo électrique. Je ne vous parle même pas de la trottinette électrique à Paris qui s'apparente plus à slackline et au catch qu'à autre chose. Cette affaire du vélo, c'est-à-dire que c'est une contrainte qui finalement fait naître une pratique. On ne peut plus circuler en voiture, on peut plus, les transports en commun sont difficilement accessibles, ou en tout cas surchargés, donc on opte pour le vélo, et finalement de cette contrainte naît une pratique de sport urbain. Est-ce que c'est un peu ça le schéma, ou est-ce que... Oui, vous avez raison. C'est surtout la renaissance du vélo, quoi. Je veux dire, historiquement, avant la voiture, le vélo avait toute sa place dans le quotidien. C'est-à-dire, c'était le principal moyen de transport. Mais en effet, on est là. Ce qui est intéressant de noter avec le vélo, c'est qu'il fait vraiment référence à tout ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire en effet des modes de vie hyper urbanisés. Et puis, ça a été dit, je pense que l'importance, les Français ont pris conscience aujourd'hui, et on en est tous très heureux, de la place de l'activité physique dans leur quotidien. C'est-à-dire tout le monde a compris qu'il faut faire une activité physique. Et à partir de ce moment-là, vous avez en ville la possibilité finalement d'associer à la fois pratiques plus écologiques, le vélo, et d'en profiter pour vous faire du bien. Donc c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, le vélo prend toute sa place. Et puis, il faut quand même insister aussi sur des innovations presque de rupture. Le vélo assistance électrique, c'est une innovation phénoménale. Je vous ai remis rapidement le chiffre. On était il y a quelques années à 50-70 000 vélos assistance électrique vendus en France. En l'espace de 2 ans, ça a multiplié par 2,5. On est passé à presque 350 000 vélos assistance électrique vendus l'année dernière. C'est pas, pour le coup, c'est pas un petit phénomène. Dans quelques années, on estime qu'on sera presque au million, quoi. Donc là, c'est une vraie tendance. Et en effet, elle répond à des enjeux de santé pour les personnes, des enjeux de désenclavement des villes, de qualité de l'air, etc., etc. Voilà. Une dernière question, j'y reviens quand même. Plus largement, l'évolution des mobilités crée de fait, on l'a évoqué, une pratique de sport urbain. Est-ce que vous voyez de votre vigie à vous, du point de vue qui est le vôtre, d'autres phénomènes qui, justement, liés à la contrainte de la ville, vont faire émerger des pratiques dans les années qui viennent? Alors, c'est même pas des phénomènes. Pour nous, c'est ce qu'on appelle, pour l'Union Sportive, ce sont des combats. Le vélo en est un, parce qu'on a dit que ça allait exploser, mais il y a quand même des demandes, il y a quand même des attentes, il y a quand même notamment en termes d'infrastructures. Aujourd'hui, on discute d'une loi qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités. Je veux dire, il faut quand même faire en sorte que les gens qui veulent faire du vélo pour aller au travail, pour faire leurs courses, notamment pour aller au travail, puissent en bénéficier, j'allais dire même d'un point de vue fiscal, au même titre que celui qui prend sa voiture. Donc ça, c'est un combat pour nous. De faire en sorte que les dépenses engagées dans l'entretien de son vélo pour aller travailler soient reconnues. Ça, c'est donc là, sur le vélo, il y a toujours des choses en cours. Puis le deuxième combat que nous menons et qui est difficile, c'est celui du sport en entreprise. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas le temps, concrètement, de faire du sport en dehors de votre temps de travail, le sport en entreprise devient une réponse. Il y a tellement d'études aujourd'hui qui démontrent combien le sport en entreprise est bon, pour la performance, pour l'esprit d'équipe, etc. Donc ça aussi, c'est un combat. Et c'est certainement l'un des enjeux dans les années à venir pour le sport urbain. Nathan, il n'y a pas une contradiction quand vous entendez ça, d'un type qui, comme vous, finalement, on vous voit dans des endroits paradisiaques, en pleine nature, à la montagne, dans les îles.
Quand vous portez un regard sur ces pratiques urbaines, est-ce qu'il n'y a pas un contresens dans votre esprit? Alors, non, je pense pas. De toute façon, comme ça a été dit, les populations sont en ville majoritairement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le fait d'appeler aussi à sortir de la ville par une pratique qui va se passer en ville. Le fait de ramener des sports outdoor, parce que moi, c'est vrai que c'est ce que je connais plus, même si c'est des sports un peu plus de niche, avec moins de marché, c'est la pratique que je connais. Et le fait de le ramener dans la ville, d'aller chercher ces espaces, ces images qui peuvent faire rêver, parce que moi, ce que je fais, ça fait rêver, mais c'est pas la pratique quotidienne de tout le monde. Et donc, moi, je pense pas que... Enfin, ça va dans le bon sens, je dirais même d'un point de vue aussi écologique. Toutes ces pratiques-là, elles vont aussi vers des choses simples. Bon, le vélo, moi la cyclette c'est différent, c'est pas un moyen de mobilité, c'est juste un moyen comme je le disais tout à l'heure, de se déconnecter, de se reconnecter. Et pour la partie entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, que les entreprises aujourd'hui laissent le temps à leurs employés de faire du sport, offrent des services, des douches tout simplement pour aller... Moi, il y a plein de gens qui le font dans la vallée où j'habite, qui est la vallée de l'Arve là, et c'est super intéressant de voir que c'est bénéfique pour tout le monde en fait, hein, comme ça a été dit, faire du sport ça aide à être mieux et ça aide à être plus performant. Alors après, il y a ce côté-là aussi, moi j'aime pas quand c'est trop amené dans la performance, quand on va faire du sport aux gens pour derrière leur appuyer plus sur la tête, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire non plus. Merci Nathan.